Bonsoir, nous continuons notre soirée un an après les attentats du 13 novembre, après avoir essayé de comprendre la complexité du phénomène djihadiste, avant de questionner les réponses sécuritaires françaises face au phénomène. Nous allons passer une vingtaine de minutes pour donner la parole aux victimes du 13 novembre. Est avec nous ce soir Georges Saline. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le père de Lola, qui est l'une des 90 victimes du Bataclan. Ce jour funeste de concert, elle avait 28 ans, presque 29, et vous êtes médecin de profession, spécialiste, je crois, de santé environnementale, et vous êtes le président de l'association 13 novembre, Fraternité et Vérité. Alors, si vous le voulez bien, on va essayer de construire notre conversation autour de ces deux mots, fraternité et vérité. Mais avant cela, un an après, le 13 novembre, quel bilan, si tant est qu'on puisse en tirer un, faites-vous de la prise en charge des victimes? D'où on est parti, où on en sommes à quelques jours de cet terrible anniversaire? On est parti d'un dispositif de prise en charge des victimes qui est un dispositif assez intéressant par rapport à ce qui peut exister dans d'autres pays du monde, parce que du fait du passé de la France vis-à-vis du terrorisme, il y a des systèmes qui ont été mis en place. Il y a une loi de 1986, mais manifestement, le système tel qu'il était s'est trouvé confronté à un problème de dépassement, l'ampleur des attaques du 13 novembre, la répétition rapide des attentats ont fait un peu exploser le système, et puis on s'est aperçu que la bureaucratie française s'était rouillée autour de ces dispositifs et qu'il y avait vraiment beaucoup de dysfonctionnements. C'est-à-dire que pour comprendre, et ceux qui nous regardent pour qu'ils saisissent, il y a une empathie politique, du monde politique, vis-à-vis de ce que vous avez eu à subir, évidemment, mais concrètement, dans les faits, où cela pêche-t-il, par exemple? Je ne sais pas s'il y a des exemples qui existent, il y a de nombreux... et la bureaucratie dont vous parlez. Oui, il y a de nombreux exemples. De nombreux exemples de dysfonctionnement. Dès le départ, en fait, nous avons été confrontés à un dysfonctionnement majeur dans l'information des proches des personnes alors disparues, et puis qui, pour certaines, malheureusement, sont devenues des victimes décédées ou blessées, puisqu'on a passé des heures à courir les hôpitaux, à chercher désespérément des nouvelles. On a passé des heures à téléphoner à des numéros de téléphone qui ne répondaient pas, donc c'était vraiment le chaos. Depuis, beaucoup de chemin a été fait, en partie, je pense, à cause de l'action associative qu'on a pu avoir. Grâce, du coup. Oui, grâce à cette action, le gouvernement a réagi, a mis en place un secrétariat d'État à l'aide aux victimes, ce qui a été une grande avancée symbolique, mais pas seulement symbolique. Ça a été un guichet de dialogue, un outil de dialogue, de coordination. Mais il persiste des manques. Vous me demandez des exemples. La prise en charge des soins psychiatriques, par exemple, ou psychologiques, a connu des avancées réelles. C'est-à-dire que maintenant, ce qui n'était pas le cas au départ, les dépassements d'honoraires des psychiatres sont pris en charge, les soins donnés par des psychologues qui ne sont pas médecins sont pris en charge. Mais il persiste des failles curieuses, comme le fait que les médicaments prescrits par les psychiatres sont pris en charge à 100%, mais les médicaments qu'ils prescrivent sont pris en charge à 100% pour les victimes directes, c'est-à-dire ceux qui étaient sur les lieux des attentats, mais pas pour les victimes indirectes, c'est-à-dire les gens comme moi ou les frères, les sœurs. Donc l'administration trie parmi les victimes. Voilà, oui. Sur un exemple comme celui-là. Il y a des instructions qui sont données aux caisses de sécurité sociale. Quelqu'un a eu cette idée saugrenue à un moment donné. L'hospitalisation n'est pas prise en charge à 100% non plus pour les proches de victimes, par exemple.
Et ça, vous en Voilà. discutez avec les pouvoirs publics? Ben oui, donc quand on repère des failles comme ça, on en discute. Mais d'une manière générale, c'est vrai que le parcours victimaire, si on peut dire, est marqué par le fait qu'on bute tout le temps sur des difficultés, des incompréhensions, des papiers à remplir, une complexité qui n'a pas lieu d'être et qui est pénible à supporter, évidemment. Alors, je l'ai dit, vous êtes le président de l'association 13 novembre, Fraternité et Vérité. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre, je le dis, bouleversant, déchirant, profond, inquiet, sage, qui est une sorte de journal intime de l'après, qui s'appelle L'Indicible de A à Z. C'est paru aux éditions du Seuil. Dans ce livre, je vais lire l'une des premières phrases et la dernière phrase. Première phrase, c'est un alphabet personnel. Au mot absurde, vous dites « Ma fille est morte pour rien, pour une illusion, pour une folie, c'est absurde ». Et à la lettre Z, vous choisissez le mot « zoo ». Vous n'habitez pas loin de celui de Vincennes, à Paris. Et vous dites « Je sais pourquoi je déteste qu'on dise « Ceux qui ont fait ça sont des animaux ». Pourquoi vous détestez qu'on dise ça? Et pourquoi vous terminez là-dessus? Je déteste qu'on dise ça parce que j'aime bien les animaux et parce que les terroristes sont des humains. Votre panel précédent rappelait que le terrorisme a une histoire et que c'est un moyen choisi délibérément par certains groupes pour arriver à leur fin. Et donc, c'est une réalité, historique et humaine. Mais pour autant, c'est un mode opératoire qui est absolument inadmissible. Pour moi, le terrorisme, c'est le fait de frapper des innocents, des gens qui... C'est pour ça que j'ai commencé par absurde, parce qu'effectivement, ma fille, pas plus que les 129 autres victimes du 13 novembre, pas plus que ceux qui étaient allés regarder le feu d'artifice à Nice, etc., n'avaient la moindre part de responsabilité dans les griefs éventuels mis en avant par l'État islamique. Mais c'est un mode opératoire qui doit être absolument condamné d'une manière ferme, qui n'a rien d'honorable, il n'y a rien d'admirable. Il n'y a rien de courageux dans les actes des terroristes. Ce n'est pas courageux de tirer avec des kalachnikovs sur des jeunes désarmés. Et je pense que... Alors, je dis ça parce que, malheureusement, je pense qu'il y a eu dans le passé, mais on en voit des fois des résurgences à minima aujourd'hui, mais il y a eu une complaisance intellectuelle de la part de certains vis-à-vis du terrorisme, qui était justifié au nom du fait qu'il était utilisé par des combattants pour une cause supérieure, finalement. Et donc, la victime, ma foi, c'était un dégât collatéral. On l'efface deux fois. Je l'ai dit, le titre de votre association est structuré autour de deux mots, fraternité et vérité. Prenons celui de fraternité. Quel bilan tirez-vous de la réalité de ce mot-là après le traumatisme qui a déchiré notre quotidien et le vôtre plus que tout autre et toutes les victimes? Vous dites notamment dans votre alphabet, l'indicible de A à Z, sur le mot déchéance. Vous revenez sur ce moment politique très particulier qu'on a eu à vivre. Vous le condamnez dans le sens où vous dites qu'il y avait quelque chose à faire. Il y avait un moment quasi historique où on pouvait ressouder la société française, et c'est l'inverse que nous avons fait. Est-ce que c'est encore ce constat prégnant que vous faites aujourd'hui? Nous sommes bientôt 1 an après. Est-ce que vous avez des inquiétudes, y compris qui peuvent avoir des échos avec ce qu'il se passe outre-Atlantique? Oui, bien sûr. Et ce que ça provoque? Je pense que... Excusez-moi, je fais référence au débat qui vient d'avoir lieu, parce que j'ai écouté ça avec beaucoup d'intérêt, mais le fait, par exemple, que les terroristes aient dit, et puis on leur disait de dire qu'ils agissaient pour faire pression sur le gouvernement français pour qu'il cesse ces bombardements. Je pense que, alors, soit ils sont complètement
stupide, mais je ne pense pas. Soit c'est pas ça, c'est pas ça la stratégie terroriste, parce que c'est pas en faisant des attentats qu'on va faire cesser les bombardements. Au contraire, en faisant des attentats, on impose presque au gouvernement français le fait de faire la guerre en Syrie. C'est ce qui s'est passé oui, la nuit même. Absolument. Mais par contre, en faisant des attentats, ce qui est cherché, c'est de la déstabilisation de la démocratie. C'est une attaque vis-à-vis de la démocratie. Donc, et ça ne peut marcher que si on se prête au jeu, c'est-à-dire si on rentre dans un processus de répression ou de prise de mesures discriminatoires qui vont frapper de manière aveugle et non ciblée les terroristes. Et donc, ils vont renforcer cette justification par la victimisation des jeunes marginalisés, des jeunes musulmans qui peuvent être de deuxième génération, qui peuvent être des convertis, mais qui se construisent un discours qui est que finalement l'Occident, la société française, la République française, les autorités, les enseignants sont contre eux. Tout le monde est contre eux, et donc eux, ils sont contre tout le monde. Et je pense qu'on joue vraiment dans la main des recruteurs terroristes en prenant des mesures symboliques dont, en plus, enfin, tout le monde sait bien que c'était totalement inefficace, quoi. Inopérant. Oui. Inopérant. Et à ce moment-là, effectivement, en novembre, beaucoup de musulmans ont perdu la vie. Le 14 juillet à Nice, encore peut-être davantage, même certainement. Et donc, il y avait vraiment la claire démonstration que la frontière ne passe pas entre les musulmans et le reste de la société française. La frontière, elle passe entre les terroristes et l'immense majorité des musulmans aussi. Et il faut les inclure dans ce combat. Moi, je pense qu'il y a une stratégie à construire et que ça, c'est un des éléments importants, de longue haleine. Hein. Et vous voyez encore un monde politique aujourd'hui, au-delà des lignes partisanes. Alors, c'est vrai qu'on voit un discours à droite se durcir, voire se trumpiser à certains égards. Oui. Mais est-ce que vous avez le sentiment que le monde politique français, globalement, est tombé dans le piège que vous décrivez ? Il est... Alors, j'évite d'une manière générale de parler du monde politique ou des politiques en les mettant tous dans le même sac, parce que c'est aussi faux que toute autre généralisation. Hein. Il y a des discours politiques bien différents. Mais certains sont tombés dans ce piège où les politiques tombent rarement dans des pièges. Et disons qu'ils jouent leurs cartes et pour arriver à leur fin, ils font des choses auxquelles ils ne croient pas forcément, mais qui les servent dans le court terme. Mais c'est une terrible erreur sur le long terme. C'est également l'erreur que vous stigmatisez quand... Vous le dites dans votre livre, mais vous l'aviez dit également publiquement devant l'Assemblée nationale, après cette phrase qui avait ouvert d'ailleurs le premier débat, cité par Mathieu Suc, du Premier ministre Manuel Valls, qui avait dit que comprendre, c'est déjà excuser. Et vous dites dans votre livre, je vous cite, pour ma part, les propos du Premier ministre me paraissent à peu près aussi intelligents que s'il avait dit expliquer les causes du cancer, c'est déjà un peu renoncer à le traiter. Ou bien expliquer les causes de la Première Guerre mondiale, c'est déjà un peu accepter la guerre. Comme je suppose que Manuel Valls n'est pas un imbécile, je crains de devoir conclure qu'il parle ainsi par pur cynisme politicien. C'est un constat extrêmement... Oui, c'est pas une phrase que je regrette. Qu'est-ce que vous voulez ? Oui, je pense qu'effectivement... effectivement, il y a du calcul très clairement politicien là-dedans. Manuel Valls se donne l'image de l'homme de gauche qui est capable d'être extrêmement ferme, à travers des phrases comme ça. Mais là, en l'occurrence, cette phrase-là était vraiment incompréhensible, quoi, puisque
Enfin, c'est ce que je dis, avec mes exemples sur le cancer ou les origines de la guerre de 14. Quoi. Dans votre livre, vous dites je ne ressens aucune haine, hein, que vous ne souhaitez la mort de personne, pas l'esprit de vengeance, pas de loi du talion par rapport à ce que vous et toutes les victimes avez eu à subir. Vous présidez une association qui regroupe des cheminements, des sensibilités différentes. Est-ce que c'est un constat partagé, celui-là, de l'absence de haine, comme vous la décrivez, vous, de manière très ferme, cette absence? Alors, bien sûr, il y a une grande diversité de sensibilités et d'opinions dans une association comme celle-là. Néanmoins, quand j'ai écrit sur le mot haine dans le livre, je décrivais vraiment mon état d'esprit. C'est pas une posture, c'est le fait. Je constatais que ce qui dominait chez moi, j'ai pas traduit ma détresse ou ma peine en haine. J'ai jamais perdu des heures de sommeil à penser aux terroristes, vous voyez, ou me dire je vais les massacrer. Enfin voilà, c'était pas mon état d'esprit. Après, dans l'association ou en dehors de l'association, j'ai rencontré des gens qui mobilisaient de la colère comme ça. Mais je dirais que chez les victimes, ça a l'air d'être plutôt minoritaire. Il y a une sidération peut-être, mais ensuite, très vite, on est tellement frappé par l'absurdité, effectivement, de l'inutilité, le caractère démesuré de ce qui nous est arrivé, que la tendance spontanée, c'est plutôt de se dire bon sang, mais c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. On va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour construire un monde où les hommes ne s'agressent pas de cette façon? Oui, vous le dites d'ailleurs à un moment donné dans le livre également. Vous racontez que un autre parent de victime vous dit je suis furieusement islamophobe et c'est normal de l'être après ce qu'on a vécu. Vous dites moi j'ai pas de problème avec l'islam, pas plus qu'avec une autre religion, dites-vous. Donc on voit bien que il y a un débat qui traverse aussi le monde des victimes, qui est celui-ci. Alors, je dois dire, par exemple, que cet échange qui a été d'abord épistolaire, et puis j'ai rencontré ce monsieur, je l'ai très très peu rencontré, ça. C'est très minoritaire. C'est très minoritaire, hein. Dans mon expérience, ça a été très très minoritaire. Est-ce que... Alors, après l'attentat du 14 juillet à Nice, dans la population, là, puisque des membres de notre association sont allés sur place, dont notre trésorier, qui est lui-même musulman et qui est d'origine algérienne, et ça se voit, il était très, très, très mal à l'aise parce qu'il y avait physiquement des manifestations d'hostilité, mais qui n'étaient pas forcément des manifestations d'hostilité de la part des victimes elles-mêmes, mais de la population sur la promenade. Il y avait des vidéos qui ont circulé. Je pense que ça a été une phase. Bon, il y a eu la colère est une courte folie. Il y a eu cette... Bon, il y a un terrain politique aussi qui est différent dans les Alpes-Maritimes. Hein, bon, voilà. Mais je pense que, malgré tout, la tendance des réactions publiques, des prises de parole dans la société française a plutôt toujours été majoritairement dans le sens d'une intelligence de la situation. Et ce qui a été très, très marquant, je pense, cet été, après Nice, ça a été Saint-Étienne-du-Rouvray et les réactions de l'Église catholique, y compris du pape, qui ont été effectivement de dissocier l'islam de cet extrémisme islamiste. Mais alors, pour poursuivre la discussion, est-ce que vous avez vous me dites que c'est caricatural ce que je veux dire, mais est-ce que d'une certaine manière vous ne trouvez pas plus de dignité dans l'environnement direct qui est le vôtre, qui est celui des victimes, que dans celui du discours public, du monde politique, même si c'est une expression, et vous avez raison, de dire qu'on ne peut pas
généraliser, mais est-ce que vous ne trouvez pas plus d'intelligence et de dignité chez les victimes et plus de haine, en tout cas de mots haineux, de courte folie, comme vous dites, dans la sémantique politique? Et ce qui nous guette? Oui. Oui. La réponse Je ferai une réponse rapide, mais oui, effectivement. La fraternité, je la trouve beaucoup chez les victimes. Oui. L'autre mot qui fait le titre de votre association, son nom, c'est le mot vérité. Vous aviez, en mois de février dernier, lancé un appel pour dire, alors je crois que vous les rencontrez plus aujourd'hui, notamment au sommet de l'État, et le premier d'entre eux, le président de la République, mais dire, bon, il faut que François Hollande nous reçoive. C'est pas possible qu'on soit si peu informé des faits, de ce qui s'est passé, qu'on apprenne tout par la presse. Je crois que vous disiez, on est en guerre, mais c'est nous qui avons en premier payé le prix. Donc on a une dette, tout le monde a une dette envers vous. Quant à la vérité, est-ce que les choses ont évolué depuis cet appel? Est-ce que vous comprenez un peu mieux factuellement ce qui s'est passé? Est-ce que ce chemin de la vérité vous semble un peu plus accessible? Alors, on a appris des choses. Il y a eu un travail qui a été fait par la commission d'enquête parlementaire. Il y a l'instruction judiciaire qui avance avec des développements très, très récents. Donc, petit à petit, les juges d'instruction reconstituent un puzzle qui est complexe, avec une instruction qui est quand même très difficile parce que ça se déroule dans plusieurs pays d'Europe et extra-européens, avec des problèmes de transfèrement ou pas de transfèrement, de coopération judiciaire extrêmement compliquée. Mais enfin, l'instruction judiciaire avance, mais là, c'est une partie de la vérité qui est... c'est la recherche des culpabilités, des modes opératoires, des terroristes eux-mêmes. Alors, en creux, dans l'instruction judiciaire, et puis à travers les travaux de la commission d'enquête parlementaire, il y a la question des failles du renseignement policier et de l'organisation ou de la désorganisation des services de police et d'intervention, et puis des services de secours, et puis de tout le reste. Là, je dirais, on en sait plus qu'il y a un an, c'est sûr, mais on ne sait pas tout. On ne sait pas tout, et il y a encore pas mal de zones d'ombre. Il y a eu quand même, face à la commission d'enquête parlementaire, il y a eu des gens qui sont abrités derrière le secret défense. Vous pensez notamment au directeur de la DGSE qui n'avait oui, pas voulu donner le nom du commanditaire en disant on l'a identifié. Oui, et puis dans les problèmes de qui a donné l'ordre de faire ci ou de faire ça, même la chronologie, on a des chronologies qui ne sont pas toujours extrêmement précises. On a des incertitudes sur ce qui se passait très exactement entre 21h59 et 22h20 dans le Bataclan, parce que c'est entre le moment où Sami Amimour est mort et le moment où les tirs ont cessé. Voilà, là, il y a... Et puis, il faut décortiquer ce que le temps et le mode opératoire de la BRI a eu comme conséquence sur les blessés qui ont agonisé. Et est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Par exemple, c'est des questions qui restent quand même insuffisamment éclairées. Oui, absolument. Et je crois que sur ce plan-là, mais sur d'autres aussi, sur les dysfonctionnements des secours médicaux, du système d'information, on est toujours, on pousse pour qu'il y ait un regard le plus lucide possible, qu'on sache vraiment exactement ce qui s'est passé. Non pas pour trouver des boucs émissaires, pour leur faire des procès ou pour exiger des missions, mais parce que c'est un élément
être capable d'avoir ce regard est une condition essentielle pour pouvoir corriger et faire mieux. Et malheureusement, il y a quand même une tendance à baisser les bras ou à se réfugier dans la fatalité de la toute-puissance de certaines administrations Vous êtes confronté à une arrogance administrative, en quelque sorte, de ce point de vue-là? Arrogant. Alors, oui, quelquefois, c'est de l'arrogance pure et simple. Souvent, c'est de l'inertie, quoi, de l'inertie et de la part du politique, pour le coup, le sentiment que, par exemple, réformer, essayer de s'attaquer vraiment au problème de la guerre des polices. Donc des services de renseignement. C'est au-delà des 19 services antiterroristes. Au-delà des forces d'un ministre de l'Intérieur ordinaire, quoi. Ah oui. Ça, vous le sentez, très clairement. Alors justement, ça sera ma dernière question. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, l'analyse est que réformer ça réellement va entraîner tellement de contre-réaction que c'est pas du tout sûr que la réforme puisse aller au bout. Et le temps qu'on l'amène à bien, on aura déstabilisé des services. La situation actuelle n'est pas satisfaisante, mais au fond, ça fonctionne quand même bon an, mal an, quoi. Alors, justement, et ce sera ma dernière question, au-delà du fait de comprendre, de documenter, de savoir ce qu'il s'est passé, est-ce que vous, d'où vous êtes, vous comprenez la lutte antiterroriste française, la stratégie, ce que nous faisons pour lutter contre le phénomène qui nous a frappé il y a un an? Je pense que personne ne le comprend. D'accord. Enfin, en tout cas, je pense que vraiment, on aurait besoin... J'entendais un de vos intervenants tout à l'heure qui disait il n'y a pas de stratégie parce que c'est très difficile d'avoir une stratégie. Mais moi, je pense qu'on aurait quand même vraiment besoin d'avoir une lisibilité d'un plan global de lutte contre le terrorisme qui est avec la palette des moyens, c'est-à-dire ça va de l'éducation à la prévention, le renseignement policier, les aspects militaires, diplomatiques, etc. Et ça s'adresse à différents niveaux d'action, depuis la famille, le quartier, la ville, la nation, l'international. Voilà, je pense que on peut pas avoir, c'est sûr, on peut pas avoir une mesure simple qui va tout résoudre. C'est tout un ensemble de choses, mais cet ensemble, il n'existe pas, il n'est pas présenté, je trouve, aux Français de manière lisible et compréhensible. On n'a pas le sentiment qu'il y ait une vraie stratégie politique pour se protéger du terrorisme. Alors, éradiquer le terrorisme, c'est peut-être très difficile, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Oui, comme c'était dit tout à l'heure, c'est compliqué d'éradiquer un concept. Oui. Georges Saline, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes l'auteur donc de L'Indicible de A à Z. C'était au Seuil. Et nous allons poursuivre notre soirée avec notre dernier plateau. Mathieu Suc, spécialiste de Mediapart des questions antiterroristes des services de renseignement, va me rejoindre avec nos invités